rien de ce qui se passe ne serait arrivé et ne se serait déroulé comme ça s'est déroulé si on n'avait pas commencé par anesthésier la réflexion critique de tout le monde par la peur. Voilà. À partir du moment où les gens ont peur, à partir du moment où ils ont des images de peur dans la tête, des images de mort, de eux, de leurs proches, des vieux, etc., c'est terminé. L'esprit critique est terminé. On est sur un registre émotionnel. Vous décomposez la doxa du Covid, comme vous l'appelez, donc en 4 points. D'abord, la menace imminente venant donc d'une maladie associée à la diffusion d'un virus, dans le cadre d'une pandémie. Deuxièmement, il n'existe pas de thérapie pour en guérir. C'était un peu le message. Donc, il n'y a rien d'autre. Ça ressemble un petit peu à ce que disait Thatcher, there is no alternative. Donc, c'est un peu le même discours, en tout cas, me semble-t-il. Troisièmement, vous dites enfin, ce qu'ils disent, c'est qu'il faut confiner la population, donc une solution un peu radicale, enfin, qui choque les mentalités. Et là, peut-être ça rejoint un petit peu ce que disait Noémie Klein dans son ouvrage La stratégie du choc, sur le néolibéralisme, donc déboussoler les gens. Et puis quatrièmement, donc la délivrance qui viendra uniquement du vaccin. Donc là, c'est le seul truc un peu presque magique qu'il faut espérer et qui viendra sauver tout le monde, et on reviendra à la vie d'avant par un coup de baguette magique. Donc, en fait, en lisant un petit peu cette décomposition, cette analyse, cette décomposition de la doxa du Covid, comme vous l'appelez, en fait, on pourrait se dire que ces gens-là qui sont derrière cette doxa, en fait, ils avaient donc l'objectif comment dire, de faire peur aux gens, de les déboussoler, et puis les enfermer un peu dans, comme vous l'appelez, le choix truqué, donc dans ce fameux there is no alternative. Donc finalement, il y a un seul choix à faire, c'est d'attendre le vaccin. Et donc, on pourrait penser que c'est des gens qui, quelque part, ont un conflit d'intérêts et qu'en fait, c'est un peu des vendeurs de vaccins. Alors, c'est un peu une analyse de bon sens, mais il semblerait que même des journalistes ou même certains de vos confrères, malheureusement, n'arrivent pas à voir les choses de ce point de vue-là. Alors, où est-ce que ça bloque, à votre avis? Est-ce que c'est du conformisme ou est-ce que c'est autre chose? Alors, il y a plusieurs mécanismes. Les choses sont évidemment complexes. Complexe, ça ne veut pas dire compliqué, mais complexe, ça veut dire diverses. Le premier élément de la complexité, c'est la diversité. Il y a plusieurs mécanismes, il n'y a pas une cause, un truc, etc. C'est d'ailleurs la principale limite de la plupart des théories complotistes, d'ailleurs, c'est qu'en général, elles ont une idée et une seule. Voilà, et puis elles essayent de tout articuler là-dessus. Bon, voilà. Comme toutes les idées simplistes, ça marche jamais. La réalité, c'est la diversité. Et le problème en général, c'est que la plupart d'entre nous essayent de faire rentrer la diversité et la complexité dans le cadre de leurs idées simples. Voilà. La démarche intellectuelle et scientifique, c'est le contraire. Voilà. Il s'agit au contraire d'essayer de diversifier ces idées pour mieux rendre compte de la réalité. Donc les facteurs, ils sont multiples. Alors, il y a les mécanismes de conformisme que vous venez d'évoquer. J'en parle effectivement à la fin de mon livre. Je rappelle des choses qui sont des grands classiques de la psychologie sociale, sur les phénomènes de conformisme, de soumission à l'autorité. Ce sont des grands classiques. Ils ont joué bien sûr à plein régime dans cette crise, mais ils ont été encore renforcés, décuplés par un autre élément qui est tout à fait majeur, qui est la peur. C'est le point de départ. Rien de ce qui se passe ne serait arrivé et ne se serait déroulé comme ça s'est déroulé si on n'avait pas commencé par anesthésier la réflexion critique de tout le monde par la peur. Voilà. À partir du moment où les gens ont peur, à partir du moment où ils ont des images de peur dans la tête, des images de mort, de eux, de leurs proches, des vieux, etc., c'est terminé. L'esprit critique est terminé. On est sur un registre émotionnel. Et comme vous le savez, quand on est sur un registre émotionnel, il n'y a rien à discuter. C'est comme quand j'étais jeune aussi, j'ai eu mes soirées de discussion, croyants, incroyants, machin. C'est peine perdue. On ne va pas convaincre quelqu'un d'autre d'être croyant ou athée. Enfin, ça n'a pas de sens. Ça renvoie à des choses qui sont autres. Donc là, en plus, ce sont des émotions extrêmement vives, même pas du tout intellectualisées.
des émotions extrêmement vives, hein, puisqu'on vous disait vous allez mourir, vos parents vont mourir, si vous ne faites pas ça, vous allez tuer vos parents, hein, vos grands-parents. Voilà, on se souvient là aussi des clips, hein, du ministère de la Santé. On voit des jeunes insouciants, et puis la dernière image, c'est la grand-mère ou le grand-père qui est en réa sur un lit d'hôpital. C'est terrible, c'est terrible la façon dont on a fabriqué de la peur, introduit ça au fond de la tête des gens. Et puis tous les soirs, vous allumez votre télévision et vous avez la grande cérémonie mortuaire de M. Salomon, de M. Véran, etc., le décompte des morts dans un silence de mort. Enfin, voilà, c'est les images, hein, regardez. Et puis on est obligé de mettre un malade dans un TGV pour l'envoyer dans un autre hôpital. C'est dire quelle horreur. Tout le monde a oublié évidemment que c'est ce qui se produit en réalité depuis des années chaque hiver, parce que fortement, il y a de plus en plus d'habitants en France, il y a de plus en plus de personnes très âgées, donc malades, et par ailleurs, il y a de moins en moins de lits à l'hôpital. Le résultat n'est pas très dur à comprendre. Le résultat, c'est que par définition, l'hôpital, il est saturé de plus en plus. Voilà. Donc, exit tout ça, oubliez qu'en janvier 2020, un mois et demi avant que tout le monde s'énerve sur le Covid, en janvier 2020, il y a une tribune qui est publiée dans les journaux, signée par 1000 médecins urgentistes, 1000 médecins qui dénoncent l'état. Je ne sais plus si c'était que des urgentistes ou 1000 médecins hospitaliers en général, qui dénoncent l'état de l'hôpital. Enfin, voilà. L'autre entourloupe fondamentale, hein, l'autre escroquerie fondamentale, c'est celle qui a consisté à un moment donné à faire de l'encombrement de l'hôpital un indicateur. C'est une blague. Hein, c'est-à-dire on prend comme indicateur de saturation le truc qu'on a saturé exprès depuis des années. Bon, voilà. Donc, la peur a joué, je disais, un rôle tout à fait central. Elle a comme décuplé ces mécanismes de conformisme et de soumission, soumission à l'autorité. Ensuite, il y a l'intérêt, il y a les intérêts, hein, qui sont encore une série d'autres raisons pour comprendre pourquoi les gens disent ce qu'ils disent et font ce qu'ils font. Ce qui peut être de choses différentes d'ailleurs. Hein. Les gens peuvent dire quelque chose et faire autre chose, et réciproquement. Mais il y a bien sûr les intérêts. Alors, on évoquait tout à l'heure la question des intérêts financiers, des liens d'intérêt avec l'industrie, mais il y a d'autres intérêts. Il y a des intérêts politiques, il y a des intérêts de pouvoir, il y a des intérêts de carrière, il y a tout un tas d'intérêts en réalité. Hein. Et ça aussi, quand on travaille bien sur un sujet, on le voit assez vite. Moi, ma précédente grosse recherche, c'était une recherche sur la vidéosurveillance. Et j'avais montré que, grosso modo, ça marche en fait très peu par rapport à la promesse ça va révolutionner le travail de la police, l'élucidation, ça va faire chuter la délinquance. Pas du tout, ça joue, mais c'est de manière en fait marginale, et ça coûte très cher. Par contre, vous trouvez tout le temps un tas de gens qui vont vous dire que c'est formidable, et ils ont chacun des intérêts différents à le faire. Les politiques, ils font de la politique avec la vidéosurveillance. Les marchands de vidéosurveillance, ils font de l'argent avec la vidéosurveillance. Les policiers ou les gendarmes, même si c'est pas beaucoup, le tout petit peu, comme c'est gratuit pour eux, on comprend, ils le prennent aussi. Les policiers municipaux qui sont toujours dans un complexe d'infériorité par rapport à nationaux, on leur dit c'est vous qui allez gérer la super technologie de la vidéosurveillance. Wow, ils sont super contents. Il y a plein d'intérêts différents qui n'ont toujours aucun rapport avec l'efficacité réelle de la chose. Donc c'est toute cette complexité dont il faut tenir compte, que j'essaye de tenir compte, si on veut rendre compte de ce qui s'est passé. Parce que le métier de chercheur, c'est ça, c'est rendre compte, c'est d'expliquer comment ça marche. Qu'on soit un physicien, un biologiste ou un sociologue, c'est pareil au final. On doit rendre compte de comment ça marche. Voilà. C'est ce que j'essaye de faire avec un certain nombre d'outils. Et pour le faire, la première chose, évidemment, et ça c'est un grand classique aussi, hein, il y a un vieux sociologue qui s'appelait Norbert Elias, sociologue allemand, qui disait le sociologue, c'est un chasseur de mythes. Au sens de même que Durkheim disait que pour faire la sociologie, c'est commencer par faire tomber les préjugés, les prénotions, voilà, toutes les représentations, tous les imaginaires, tout ce qui en fait oriente notre réflexion sans qu'on s'en aperçoive et nous empêche d'être réellement objectif, de chercher en tout cas l'objectivité. Pour chercher l'objectivité, il faut faire table rase quelque part. En particulier, il faut mettre à distance tout ce qui est du ressort des idées toutes faites, des représentations, des imaginaires, etc. Voilà. Donc, ce que j'appelle la doxa du Covid, c'est le discours tout fait, hein, c'est l'imaginaire complet qui a été impulsé dès le début, et vous l'avez rappelé tout à l'heure, qui consistait à dire « Mon Dieu, on est confronté à directeur de l'OMS, 15 février 2020, un ennemi mortel de l'humanité, le SARS-CoV-2, un ennemi mortel de l'humanité. » Ben, ce n'est pas vrai, pas du tout.
Pas du tout, du tout. Voilà. S'il y a encore des gens qui le croient, il faut les rassurer, les pauvres. Je veux dire, non, 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 pas du tout. La moyenne d'âge des gens qui sont morts en France de la Covid, elle se situe entre 84 et 85 ans. C'est-à-dire qu'elle est au-delà même de l'espérance de vie moyenne de notre pays. Donc non, ça n'a jamais menacé la survie de l'humanité. C'est juste faux. C'est juste faux. C'est une maladie qui touche les gens qui sont déjà en fin de vie, qui vient donner quelque part le coup de grâce à des gens qui étaient de toute façon arrivés à la fin de leur vie, que ce soit à cause de l'âge et de l'épuisement général de leur physiologie, ou que ce soit par ailleurs parce qu'ils ont des graves maladies à côté, ce qu'on appelle en langage santé publique France les comorbidités. Bon. Donc en aucun cas, non. Voilà. Et a fortiori, évidemment, les jeunes qui risquent rien du tout. Donc c'est pour ça que vouloir venir faire des thérapies géniques, qu'on appelle improprement des vaccins, non, c'est un détournement de mots. Thérapie génique, il n'y a pas de souci, ça peut être très bien, c'est pas le problème, mais il faut juste nommer les choses avec les bons mots, sinon c'est déjà une manière d'en subvertir la signification en réalité. Donc, vouloir imposer des thérapies géniques à des enfants ou des adolescents qui sont en parfaite santé, qui ont par ailleurs un système immunitaire au top, etc., alors même qu'il y a des effets indésirables qui sont tabous, mais qui sont une réalité, qui sont rares évidemment statistiquement, mais qui sont une réalité, c'est une aberration. Ça ne peut pas marcher si on n'a pas cet imaginaire qui domine tout. Donc, tout le monde devait être effrayé par la fin du monde, n'importe quoi, n'importe quoi. Deux, tout le monde devait être effrayé par le fait qu'on ne puisse rien faire. Et là aussi, c'est faux. C'est faux. Voilà. Ce qui ne veut pas dire qu'il y a des médicaments miracles. Ça, c'est une expression de journalistes, de mauvais journalistes. Il y en a malheureusement beaucoup. Mais c'est une expression de mauvais journalistes. Aucun médecin n'a jamais parlé d'un traitement miracle. C'est des mots pour les petits-enfants, encore une fois. C'est Père Noël, c'est une croyance religieuse, mais c'est autre chose. Il n'y a pas de miracle, il n'y en a jamais eu, personne n'a jamais dit ça. Voilà. Par contre, il y a des choses qui, selon le stade de la maladie, selon les personnes, avec le bon dosage, après examen, contrôle de ceci, machin, incontestablement sont des aides. Voilà, sont des aides et vont permettre notamment, on parlait des médecins généralistes tout à l'heure, vont permettre notamment d'éviter précisément que le fait d'être contaminé par un virus, qui du coup, quand le virus rentre dans votre corps, il engage une bataille avec votre système immunitaire, voilà, normal. Donc pour la plupart des gens, le système immunitaire gagne et c'est la fin du match. Et dans certains cas, il gagne 10-0 et c'est facile, on n'en parle même pas. Dans certains cas, il gagne, mais c'est compliqué. C'est compliqué et cette lutte qui se passe à l'intérieur de notre corps provoque des réactions inflammatoires. Et c'est bien pour ça d'ailleurs qu'il faut, je vous parlais tout à l'heure des médecins généralistes, qui donnaient quoi? Qui donnaient un antibiotique anti-inflammatoire. Et il y a encore tout à l'heure, à déjeuner avec des amis, je tombe encore sur quelqu'un qui croit qu'il est savant en matière de médecine, qui en fait, tout le monde lit le journal et c'est tout, et qui m'explique que les antibiotiques font rien contre les virus. Mais ce n'est pas pour le SARS-CoV-2 l'antibiotique, c'est pour l'inflammation qu'il provoque dans l'organisme. Et c'est quand l'inflammation dégénère trop, et qu'arrive en particulier ce qu'on appelle l'orage de cytokines, que du coup les gens se retrouvent hospitalisés, voire en réa. Donc le but, c'est de prévenir ça par un traitement précoce qui va aider votre organisme à gagner le match contre le virus sans qu'il y ait besoin d'aller à l'hôpital et sans qu'il y ait besoin d'assistance respiratoire, etc. Voilà. Donc le deuxième mensonge, c'était celui-là. Le troisième, il découle du deuxième, c'est celui qui, si on ne peut rien faire, alors c'est sûr, si on ne peut rien faire, que le virus est partout, il se balade dans l'air, on ne sait même plus comment, alors il faut se cacher sous le lit et ne plus sortir, se cacher dans sa grotte. C'est le confinement général, qui n'existe dans aucun manuel, nulle part. On n'a jamais vu ça. Bon. Donc, mais c'est la conséquence logique. Si effectivement on ne peut plus rien faire, il n'y a plus qu'à s'enfermer et plus bouger. Bon, voilà. Et puis, le quatrième élément consiste à dire que c'est comme dans l'histoire de le petit conte pour enfants avec le méchant loup. À la fin, heureusement, il y a papa qui arrive avec un gros fusil pour tuer le loup. Et donc là, c'est le vaccin. Le jour où le vaccin arrivera, alléluia, nous serons tous sauvés. Voilà. Alléluia, amen, à la voix de barre, selon la religion qu'on a. C'est juste atterrant, là aussi, quand même, de simplisme. Alors, dire ça, j'insiste bien, dire ça, ça n'a rien de anti-vax, autre bêtise, autre discours de neuneux que j'entends, je dois le dire, j'en suis désolé, mais c'est la réalité que j'entends même chez certains, pas tous, et pas la majorité, mais certains de mes collègues universitaires.
Ils ont fait une thèse, 7 ans d'études, machin, pour diviser le monde entre les pro-vax ou les anti-vax, les gentils et les méchants, hein, comme les petits-enfants dans le film. Hein. À la fin, est-ce que c'est le méchant ou le gentil qui va gagner, papa? Bon, voilà. Ben, c'est pas possible. C'est pas possible d'avoir une architecture de pensée de ce type-là, des modes de raisonnement de ce type-là. Voilà. C'est juste pas possible. Voilà. Soit on rentre sérieusement dans une discussion, qu'est-ce que c'est qu'un vaccin, qu'est-ce que c'est que la vaccination, ça se fait quand, ça se fait quand, ça se fait avant, c'est de la prévention la vaccination, ça se fait avant, ça se fait pas pendant une épidémie, a fortiori pendant une épidémie sur un virus extrêmement mutagène, avec des vaccinations qui risquent de provoquer à leur tour des évolutions. Bon, bref. Et puis, on l'a dit tout à l'heure, ce qu'on appelle vaccin aujourd'hui, qui sont en fait des thérapies géniques, ça n'a rien à voir avec la technique pasteurienne, ce qui vient de la vaccine à l'origine, ça n'a rien à voir avec l'idée d'inoculer un morceau de virus mort ou quasi mort pour habituer votre système immunitaire à y répondre de manière préventive, de sorte que le jour où le virus réel arrive, votre système immunitaire soit prêt et puisse lui faire sa fête en 2-2. Voilà. C'est ça à l'origine, l'idée. Ce à quoi on assiste aujourd'hui n'a rien à voir avec ça. C'est autre chose. Et si c'est autre chose, il faut d'autres mots. Il faut qu'il y ait des mots sur les choses. Voilà. Sinon, c'est la grande confusion générale. Voilà. Mais vous voyez, bon, voilà, la plupart des gens sont incapables de ce degré de complexité minimale. Je me contente de dire des grosses généralités pourtant, jusque-là, de ce degré de complexité minimale pour comprendre ce qui se passe. Donc, c'est cette vision globale dont je dis et je redis et j'affirme que j'appelle la doxa et dont je dis qu'il faut s'en débarrasser pour revenir à de l'observation tranquille, empirique, sans émotion, sans vision de la fin de l'histoire, juste en observant les choses. Bon. La dangerosité, ça s'étudie, ça se mesure. Les traitements, ça s'étudie, ça se mesure. Les vaccins, ça se comprend, ça s'étudie, ça se mesure. Dans la prochaine partie, les industries pharmaceutiques sont des entreprises commerciales dont le but du jeu est de faire un maximum de fric. Si on ne comprend pas ça à la base et si on ne l'applique pas, si on ne voit pas tout ce qui en découle, on ne comprend rien.